Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. 11h30 en ce lundi 16 février. Je vous propose de commencer cette chronique du groupe Fred Zeller par un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée relatif aux attaques dont Mme Francesca Albanese est l'objet. Il est titré « Demander la tête de Mme Francesca Albanese pour faire oublier l'annexion de Gaza et de la Cisjordanie par l'État d'Israël ?» C'est posé donc sous forme de question. Interpellée par Mme Caroline Yadan, députée représentant les Français établis hors de France, inscrite au groupe Ensemble pour la République dirigé par M. Gabriel Attal, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot a non seulement appuyé sans réserve les propos volontairement inexacts prononcés par celle qui défend ouvertement, à la suite de M. Meir Habib, les intérêts de l'État d'Israël sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais demandé, à la surprise de plusieurs diplomates du Quai d'Orsay, la tête de Mme Francesca Albanese, éminente juriste en droit international, rapporteure spéciale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, sur les territoires palestiniens occupés. Les gouvernements allemands et autrichiens ont emboîté le pas de Paris et le secrétaire général de l'ONU n'a pas apporté à l'intéressé un soutien manifeste, bien qu'il ait souvent critiqué l'action d'Israël à Gaza. Mme Caroline Yadan et M. Jean-Noël Barrot reproche à Mme Francesca Albanese d'avoir prétendument qualifié l'État d'Israël, citation, d'ennemi commun de l'humanité, lors d'un colloque tenu à Doha par le journal Al Jazeera, en présence de représentants du Hamas et de l'Iran. Or, elle ne s'est jamais exprimée de la sorte et a publié l'intégralité de son intervention qui visait à dénoncer le système de complicité en faveur de l'action de l'État d'Israël à Gaza, constitué par la mise à disposition de celui-ci de, citation, capitaux financiers, d'algorithmes et d'armes, employés contre la population de l'enclave. Le projet officiel de l'actuel gouvernement des États-Unis de faire de Gaza la Riviera du Proche-Orient tend à donner du crédit à l'analyse de Mme Francesca Albanese. D'ailleurs, celle-ci a pris dans le passé des positions pour le moins gênantes pour l'État d'Israël et ses alliés. Dans un rapport de juillet 2023, publié devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle a indiqué que 800 000 Palestiniens, dont des enfants de 12 ans, avaient été arrêtés et détenus par les autorités israéliennes depuis 1967, de sorte que les territoires occupés étaient et restent une prison à ciel ouvert. En mars 2024, elle a publié un rapport sur Gaza au titre dépourvu d'ambiguïté, Anatomie d'un génocide, au moment où l'État d'Israël, en application de la loi fondamentale du 19 juillet 2018 sur l'État-nation du peuple juif, s'emploie à occuper intégralement Gaza, 71 000 morts dont 20 000 enfants, 80% des immeubles détruits ou endommagés, et intensifie la colonisation de la Cisjordanie, achat contraint de terre, administration de sites religieux, pour imposer une véritable annexion illégale des territoires occupés en 1967, la voix discordante de Mme Francesca Albanese est devenue insupportable au gouvernement israélien et à ses soutiens dans le monde. En France, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Noël Barrot s'en sont fait les fidèles relais. Rappelons toutefois que la Cour internationale de justice, dans un avis du juillet 2024, a clairement qualifié la situation actuelle de la Palestine, analyse à laquelle souscrit Mme Francesca Albanese, citation, « l'utilisation abusive persistante de sa position en tant que puissance occupante à laquelle Israël se livre en annexant le territoire palestinien occupé et en imposant un contrôle permanent sur celui-ci, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole les principes fondamentaux du droit international. » Fin de citation. La Fédération nationale de la libre pensée apporte son soutien entier
à Madame Francesca Albanese, Paris, le 17 février 2026. Et suit un autre communiqué relatif aux attaques contre l'Union juive française pour la paix. L'Union juive française pour la paix répond à un article pamphlétaire de Nora Bussigny, qui sous-entend que l'organisation antiraciste soutiendrait le terrorisme et tente de délégitimer son action et son soutien à la cause palestinienne. C'est paru dans l'agence Média Palestine le 13 février 2026. Les accusations diffamatoires portées dans cet article visent manifestement à empêcher l'aide humanitaire indispensable à la société gazaoui. Le procédé est indicible, il n'y parviendra pas. C'est dans ces mots que l'Union juive française pour la paix, UJFP, répond à un article paru mardi dernier, le mardi précédent, dans le journal Le Point, dans lequel la polémiste Nora Bussigny met en cause l'organisation qu'elle soupçonne de terrorisme, alors qu'une offensive médiatique se déchaîne à l'encontre des soutiens à la Palestine. Du cofondateur d'Urgence Palestine, qui a vu le gel de ses avoirs renouvelé jusqu'à la rapporteuse à l'ONU, Mme Francesca Albanese, dont le ministre Jean-Noël Barrot exige la démission, c'est maintenant une organisation juive anticoloniale qui se trouve mise en cause pour sa solidarité. Un manque de rigueur journalistique au service d'une rhétorique dangereuse. Nora Bussigny, rédactrice au Point et à France Tireur, multiplie depuis 2 ans les articles à charge contre le mouvement de solidarité avec la Palestine, développant une thèse qu'elle expose dans son dernier livre paru, Les nouveaux antisémites. Dans ce livre, comme dans ses articles, une confusion volontairement entretenue entre critique d'Israël et antisémitisme se mêle à des imprécisions et raccourcis pour former un récit bancal et diffamatoire. C'est ce que révèle une enquête d'Élodie Safaris parue dans Arrêt sur image, qui met en cause la rigueur journalistique de Bussigny, pointant des inexactitudes et un manque de contradiction qui ferait de l'écrit de Bussigny un pamphlet idéologique plutôt qu'un ouvrage de recherche. En réalité, le travail de Bussigny est avant tout au service d'une théorie du nouvel antisémitisme, un courant de pensée, citation, qui affirme que l'antisémitisme aujourd'hui ne serait plus produit par la droite, l'extrême droite, le nationalisme et les rapports de domination qu'il institue, mais par les populations arabes et musulmanes issues de l'immigration postcoloniale et la gauche. Comme nous l'expliquait le porte-parole du collectif juif décolonial, Tzedek, Simon Hassoun, interrogé par l'agence Média Palestine en mai dernier. Cette théorie, c'est une citation, du nouvel antisémitisme est intimement liée à l'évolution de la perception d'Israël par les populations occidentales. C'est une notion qui émerge dans les années 70 et par la suite, à un moment où l'image de l'État israélien commence à se détériorer et où la question palestinienne et la question coloniale émergent sur le devant de la scène. Encore une fois, il faut comprendre que l'apparition de cette notion de nouvel antisémitisme dans son contexte comme une réaction et comme un outil de propagande lancé par les autorités israéliennes. Là où ça va rejoindre les intérêts des pays occidentaux, c'est que ça va permettre de criminaliser et de rendre illégitimes dans le débat public les populations issues de l'immigration coloniale qui portent les luttes politiques de l'immigration. Fin de citation. C'est cette rhétorique qui se trouve au cœur de la proposition de loi Yadan, qui prétend lutter contre les formes renouvelées, entre guillemets, d'antisémitisme, mettant pour de nombreux analystes et défenseuses et défenseurs de droit à museler toute parole de solidarité avec le peuple palestinien. Dans son dernier article paru au Point, Nora Bussigny s'en prend à l'organisation juive anticoloniale UJFP, qui mène une action de sensibilisation en France et des actions de solidarité en Palestine. Nora Bussigny affirme que l'UJFP est visée par une enquête préliminaire du parquet national antiterroriste à la suite d'une plainte déposée par l'association contre la haine, l'antisémitisme et le racisme, CHAR. Interrogé par l'agence Média Palestine, le porte-parole de l'UJFP, Béatrice Orest, explique que l'UJFP n'a reçu aucune information à ce propos. Béatrice Orest remarque que des attaques similaires visent l'association France-Palestine Solidarité, AFPS, dans ce qu'elle qualifie, citation, d'attaque tout azimut. Les allégations de cette pseudo-journaliste font partie d'une offensive généralisée à l'encontre des soutiens à la Palestine pour tenter de faire oublier la complicité internationale dans le génocide perpétré par Israël à Gaza. Fin de citation.
Elle y voit aussi une offensive qui vise à discréditer la gauche et notamment la France insoumise alors que se rapprochent les élections municipales. Ou alors, est-ce une riposte à la plainte pour complicité de génocide déposée contre X et qui a eu pour effet l'émission de mandat d'amener à l'encontre de Madame Kili Kupfer-Naouri et de Rachel Touati s'interroge Béatrice Orès. Malgré les attaques, la solidarité avec Gaza continue. Au cœur des accusations visant l'UJFP, il y a l'accusation diffamante que celle-ci financerait le terrorisme. L'UJFP soutient depuis 2016 des paysans de Gaza. Il leur a permis, à travers la solidarité française, de construire un château d'eau, irriguer les champs, construire une pépinière, nous expliquait Pierre Abécassis en août dernier. Nous travaillons avec notre réseau sur place pour permettre aux paysans d'exercer leur métier en réponse au blocus israélien. Puisque Gaza était assiégée, l'agriculture était essentielle. La terre de Gaza est fertile à condition qu'il y ait de l'eau. Nous avons donc construit, grâce aux dons récoltés en France, un château d'eau à Gaza, poursuivait-il. Si les infrastructures soutenues par l'UJFP à Gaza ont été détruites par les bombardements israéliens au cours des 2 années passées de guerre génocidaire, l'association continue de récolter des fonds pour répondre aux demandes d'urgence de la population gazaoui et plus particulièrement des paysans démunis. À l'instar du gouvernement israélien qui accuse systématiquement les ONG humanitaires et qui menace d'interdire 37 de ces ONG en Palestine. En les accusant de terrorisme, le journal Le Point joue la même partition en discréditant l'action de l'UJFP par la formulation de graves amalgames, répond l'UJFP dans une tribune parue ce matin dans l'Humanité. Rappelons que, citation, dans un contexte aussi sensible, la rigueur de l'information, le respect des faits et la préservation des principes humanitaires apparaissent plus que jamais indispensables pour éviter les amalgames et garantir que l'aide parvienne à celles et ceux qui en ont le plus besoin. La Fédération nationale de la libre pensée apporte son total soutien à l'UJFP Paris le 17 février. Donc c'est le du 17 puisque ce sera publié sur les médias de la Fédération nationale de la libre pensée dans la journée de demain. Voilà. Donc, je voudrais maintenant aborder un deuxième thème pour cette chronique. Un de nos camarades de la Fédération nationale de libre pensée, groupe Fred Zeller, a signalé un article particulièrement intéressant publié dans le dernier numéro de La Raison, donc le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. C'est un article de philosophie qui est titré « À propos de la zététique ». Et c'est un article qui paraît dans le cadre d'une série sur le scepticisme. Et dans ce numéro, donc, La Raison a ouvert ses pages à Henri Broch, le fondateur de la zététique. Et ce dernier a accepté de répondre aux questions de La Raison, représentée par Clément Denuy, avec beaucoup de générosité et de sympathie. Physicien de profession, auteur de nombreux articles de recherche en biophysique théorique publiés dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture, il a aussi publié plusieurs ouvrages sur la critique des pseudosciences, dont L'art du doute ou Comment s'affranchir du prêt-à-penser, et Comment déjouer les pièges de l'information ou Les règles d'or de la zététique, publiés tous les deux en 2008 aux éditions Book e-Book. Il a par ailleurs été membre de l'Académie des sciences de New York et de la Société royale des sciences de Liège. Il fait partie du comité de parrainage scientifique de l'AFIS, c'est-à-dire l'Association française pour l'information scientifique. Si vous ne connaissez pas l'expérience transmédia Lazarus Mirage que le réalisateur belge Patrick Jean et Henri Broch, comme auteurs scientifiques, ont réalisé, nous vous invitons à regarder le site https://lazarus-mirage avec un s.fr. Dans l'introduction, vous découvrirez que la devise de Lazarus, c'est-à-dire la devise de la zététique, que le doute nous libère et que la raison nous serve de guide. Alors, à la première question de Clément Denuy, pouvez-vous définir en quelques mots ce qu'est la zététique ? Henri Broch répond. Le mot zététique vient du grec zétein, qui veut dire chercher, et représente la méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses, selon le Littré 1872. Kant expliquait déjà au XVIIIe siècle que la méthode propre de l'enseignement philosophique est la zététique. D'où,
En tant que physicien, mon utilisation de ce vocable qui correspond à un processus dynamique de recherche d'informations, enseigné dès l'Antiquité par des philosophes ou physiciens. Et ce sont des termes qui étaient à l'époque quasi équivalents. La zététique est le refus de toute affirmation dogmatique, et j'ai donc repris, dit Henri Broche, ce flambeau des anciens en créant un enseignement spécifique au début des années 1980 à la faculté des sciences de Nice. Je résume souvent la définition sous l'expression « l'art du doute », puisque la zététique considère le doute comme un procédé, une pratique, un art, d'après la propre définition du mot « art », qui est l'ensemble des moyens, des procédés, des règles intéressant une activité, une profession. Clément Denuy demande « En quel sens un zététicien est-il un sceptique ?» Henri Broche répond « Je pense que mon expression « l'art du doute » répond en quelque sorte directement à votre question. De fait, recherche et enseignement zététique correspondent à une mise en forme de l'approche nécessaire pour qu'une hypothèse ou un résultat acquiert le qualificatif de scientifique. L'objectif est d'aboutir, souvent via le support motivant des phénomènes dits paranormaux, à une compréhension de ce qu'est la méthodologie scientifique. Et pour en revenir à votre question, en quel sens un zététicien est-il un sceptique ? Et compléter ma réponse. Voici la définition donnée par Pierre Larousse au XIXe siècle. Le nom de zététique, qui signifie chercheur, indique une nuance assez originale du scepticisme. C'est le scepticisme provisoire. C'est presque l'idée de Descartes considérant le doute comme un moyen et non comme une fin, comme un procédé préliminaire, non comme un résultat définitif. Sans oublier que Descartes couchait sur le papier non le célèbre cogito, mais dubito ergo sum. Clément Denuy demande « Les théories pseudo-scientifiques partagent-elles des caractéristiques communes ? Si oui, lesquelles ?» Henri Broche répond « Il y a effectivement des caractéristiques communes à toutes ces théories, entre guillemets, et revendications, et elles sont assez nombreuses. Je me permets donc simplement de vous renvoyer au livret que j'ai écrit sur ce sujet et qui représente les règles d'or que sont les facettes, ce dont il faut se souvenir, et les effets, ce qu'il faut essayer de détecter, permettant d'être attentif et donc moins vulnérable aux diverses formes de présentation de ces théories pseudo-scientifiques. Le droit au rêve a pour pendant, même si cela est souvent oublié, le devoir de vigilance. N'oublions pas ce que l'oubli ou l'étroitesse de la diffusion de l'esprit critique impliquerait pour notre société. Car cette attitude scientifique et comportement civique nécessite, à mon avis, le même terreau mental, moral spécifique pour leur développement, et une société véritablement démocratique présuppose des citoyens aptes à la réflexion, dotés d'esprit critique, informer un public de faits bruts ou répandre des connaissances ne suffit pas et peut même aller à l'encontre du but recherché, le développement chez l'individu d'une intelligence critique, d'une intelligence dynamique. Comme le disait en substance Condorcet, il ne peut y avoir de démocratie du pouvoir sans démocratie du savoir. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, dire ou écrire, on est à l'heure actuelle malheureusement très loin d'une démocratie du savoir quand on observe concrètement les véritables dégâts que l'anonymat ou pseudonymat peut faire sur les réseaux. Anonymat autorisé par nos gouvernements sur la toile, alors qu'il serait vraiment utile et pourtant facile de l'interdire, et alors que ces gouvernements légifèrent par ailleurs sur des points qui, eux, ne semblent pas le nécessiter vraiment. Et cela, alors que l'anonymat est LA source principale des dérives que l'on observe sur la toile. Peu de personnes se rendent compte, par exemple, que des sites comme Wikipédia, n'étant pas considérés comme éditeurs de leur prose, peuvent par exemple sans aucun risque de retour de bâton ou de sérieux problèmes juridiques diffuser très largement d'anonymes informations bidons, malveillantes ou même délétères, des informations que d'autres internautes, certains en toute bonne foi les pensant vraies, ce qui toutefois ne les exonère en rien de leur propre culpabilité, répandront à leur tour et rediffuseront. Une théorie fausse est-elle nécessairement réfutable ? Petite remarque initiale pour un physicien.
Le terme théorie ne représente généralement pas quelque chose de théorique ou hypothétique comme dans le langage courant, mais au contraire quelque chose de bien établi, qui a été prouvé et qui est jusqu'à plus ample informé, parfaitement utilisable et utile dans ses inductions et conclusions. Donc formulons ici plutôt la question ainsi. Une hypothèse fausse est-elle nécessairement réfutable ? La réponse est clairement oui, si l'on parle bien sûr d'hypothèse scientifique. Et l'on peut ajouter que l'adjectif fausse n'est ni nécessaire ni utile, ni même juste, puisque si l'hypothèse est fausse, c'est qu'elle a été prouvée être fausse, c'est-à-dire qu'elle a déjà été réfutée, donc qu'elle était effectivement réfutable. En science, toute hypothèse, quelle qu'elle soit, doit être réfutable, c'est-à-dire pouvoir être réfutée. Ce qui signifie que l'on doit pouvoir concevoir une expérience qui permette de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, en d'autres termes, de la tester, ce qui n'est pas synonyme de pouvoir pour l'instant ou les quelques années à venir, réaliser concrètement l'expérience test en question. Si tel n'est pas le cas, l'hypothèse n'est pas réfutable, n'est pas testable. Le terme falsifiable, utilisé parfois dans ce cadre, n'est pas correct. Cela signifie que l'on se trouve alors hors du champ scientifique et que cette hypothèse ne présente donc strictement aucun intérêt pour la connaissance. Dans un cas concret, dans une discussion mettant en jeu une déclaration, une allégation ou affirmation, on peut par exemple demander à une personne quel serait le fait ou l'expérience qui la ferait changer d'avis. S'il n'y en a pas, alors son hypothèse allégation est par définition irréfutable. Elle est donc non scientifique. En résumé, tout ce qui prétend relever du champ scientifique doit être testable, réfutable. Nouvelle question. Peut-on sans contradiction se réclamer de la zététique et croire néanmoins en l'existence de miracles ? Autrement dit, un zététicien catholique, par exemple, est-il oui ou non une contradiction dans les termes ? Ma réponse à votre première interrogation est négative. En effet, les deux expressions paraissent, et à mon avis, sont contradictoires. Pour répondre précisément à votre question sur les miracles, voici mon opinion personnelle. La foi est certes respectable, mais la foi est une affaire individuelle et ne doit donc pas entrer en compte dans le jugement porté publiquement sur un phénomène que l'on dit miraculeux. Pour un athée ou un agnostique, le problème, par définition, ne se pose pas. Pour un croyant chrétien, cela est par contre plus que délicat, car oser décréter un miracle, c'est commettre le péché capital le plus grave, le péché d'orgueil, la prétention, en affirmant quelque chose comme « ici s'arrête la nature et là commence le surnaturel ». C'est donc prétendre tout connaître de la nature et connaître les limites de toutes ses lois, comme aurait pu le dire le biologiste Jean Rostand. Dans ce domaine du miracle, comme dans d'autres, je rappelle en premier étendard d'enquête ma devise « Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance ». Et, deuxième interrogation, l'expression zététicien catholique est-elle un oxymore ? Difficile de répondre à cette question par simplement un oui ou un non, bien que le oui soit bien sûr une conséquence implicite de ma réponse à la question précédente. A priori, je dirais donc oui. Mais l'argument n'est peut-être pas totalement juste, car il existe des personnes qui se définissent comme catholiques et ne croient pas spécialement au miracle ou, à tout le moins, acceptent de remettre certaines choses en question. J'ai le souvenir d'un abbé qui avait demandé par écrit si je ne m'étais pas laissé aller, et je le cite, à de l'antireligiosité primaire, dans un article sur le Suaire de Turin que j'avais publié en 1983 avec le titre fort clair « Le Saint-Suaire de Turin, un faux mystère mais une vraie escroquerie ». Et ce même abbé, après être venu assister à une conférence que je donnais sur ce fameux linge et m'avoir posé beaucoup de questions précises, m'avait écrit alors le petit courrier que voici. « Monsieur Henri Broche, votre rapport sur le Suaire, mais plus encore votre aptitude à écouter les questions m'ont convaincu de la clarté de vos positions sur le Suaire. Merci de contribuer à dépoussiérer l'Église catholique. Sur bien des points très importants, nous sommes en désaccord, notamment sur la foi. Ce qui compte à mes yeux, c'est le dialogue possible avec vous. Il est réel. Bravo. » Donc finalement,
Zététicien catholique n'est peut-être pas une obligatoire contradiction dans les termes, comme on en aurait tendance à le supposer de prime abord, mais permettez-moi d'en douter encore un peu. Pensez-vous que la principale résistance à la rationalité trouve paradoxalement sa source dans un trop grand désir de vérité ou dans une conception absolutiste ou religieuse de la vérité ? Non, pas du tout. La source que vous citez ne peut être, à mon avis, que ponctuelle et concerner uniquement certains individus particuliers, sinon illuminés, et non les individus de la société dans son ensemble. Prenons au hasard un individu dans la masse des citoyens d'un pays. Je pense que la principale, je ne dis pas toute, résistance à la rationalité est extérieure à cette personne. À mon avis, elle est due, involontairement ou non, à ceux qui dirigent et qui souvent estiment, à mauvais titre, qu'ils sont en droit de penser à la place des autres. Et c'est ainsi que l'esprit critique de cet individu se trouve plus largement bridé par le peu d'informations sérieuses ou la non-information qu'il reçoit de l'extérieur et des médias que bridé par un aveuglement interne dû à un trop grand désir de vérité ou la conception absolutiste dont on parle. La meilleure réponse à cette résistance réside dans l'esprit critique des individus. Mais encore faut-il que l'esprit critique, 1. existe, et 2. ait une base sur laquelle s'exercer. En effet, un esprit critique, sous la réserve qu'il existe, tournera vite s'il n'est pas suffisamment informé et informé de manière suffisamment objective. Sans oublier que la béquille psychologique, c'est qu'une croyance apporte à l'individu plus de bénéfices que de coûts, et je ne suis pas sûr que l'athéisme puisse en proposer autant. Qui pourrait alors s'arroger le droit de retirer cette béquille s'il ne peut offrir la marche à l'individu en question ? D'où le problème. 1. Du système éducatif, la formation, et 2. Des médias, l'information. Problème d'autant plus compliqué que le milieu des enseignants, des journalistes et des dits intellectuels constitue souvent le vivier de nombreuses croyances. Déployons la zététique sur un cas particulier. Je lis dans la presse que nous sommes confrontés à un réchauffement climatique et que, selon les prévisions du GIEC, sans une diminution drastique et immédiate de nos émissions de CO2, les températures vont s'envoler. Si je ne veux ni croire pieusement aux prévisions du GIEC, ni devenir climato-sceptique, que puis-je faire à part devenir climatologue ? C'est une nouvelle question donc de Clément Denuy. Et Henri Broche répond « Rien, diront certains, et d'autres « Priez pour qu'un miracle se produise et qu'un Dieu souverain stoppe la montée des températures. » En fait, c'est déjà bien de parler maintenant de réchauffement climatique, car il y a quelques années à peine, on nous parlait généralement de changement climatique, ce qui épargnait bien sûr quelques dérangeantes questions. À la question « Le changement climatique, vrai ou faux ?» Après avoir signalé d'entrée que ce n'était pas ma spécialité, je disais simplement qu'il ne fallait pas parler de changement climatique, car cela présupposait qu'il n'y avait ni sens, ni responsable, ni localisation, et qu'il fallait plutôt parler de réchauffement anthropique planétaire, car le phénomène auquel on assiste a bien un sens, la température augmente, un responsable, l'homme, et une localisation, la planète Terre. Alors oui, on peut y croire, ça chauffe partout et les activités humaines en sont la cause. Il n'est pas nécessaire de devenir climatologue pour se comporter, chacun à son échelle, en humain co-responsable de sa planète et par exemple participer à une association prônant une action citoyenne pour un meilleur environnement. Il n'est pas non plus nécessaire de devenir climatologue pour avoir une information scientifique correcte. Il est plus simple de lire les articles sur ce sujet dans des revues sérieuses. Je vous propose d'en rester là pour cette interview de Henri Broche, donc, qui est le porteur de la zététique. C'est une interview qui est publiée dans le dernier numéro de La Raison. Je vous en ai lu, il reste vraiment, j'ai dû en lire au moins 80 ou 90%. Mais bon, je vous propose maintenant d'arrêter ici cette chronique et nous retrouvons dans une semaine. Merci à Antoine pour la technique pour cette chronique. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr,
toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. qui la couvre, et le tien te glaive